Claude Mossé, en Grèce antique, c'est bien connu, tout commence par des mythes. Alors la démocratie a également son mythe fondateur, c'est la légende de Thésée. Oui, Thésée est un des héros de la mythologie grecque, bien connu pour ses exploits, en particulier contre le Minotaure qui dévorait les enfants athéniens. Mais à partir du 5e siècle, on a fait de Thésée, qui donc, après avoir tué le Minotaure, avait été reconnu comme roi d'Athènes, on a donc fait de Thésée le fondateur de la démocratie. C'est très curieux parce que, bien entendu, le héros mythique peut-être répondait à une royauté très ancienne, mais qui n'avait que peu de rapport avec la démocratie, alors que, par exemple, c'est frappant dans la tragédie Les Suppliantes d'Euripide, il est véritablement le roi, certes, mais un roi qui n'a pratiquement pas de pouvoir, puisque le pouvoir est entre les mains, dit-il, de magistrats élus annuellement, et l'égalité est ce qui domine dans la cité. Et on peut dire que vraiment on retrouve pratiquement sinon les mêmes termes, du moins l'idée qui est développée dans le discours que Thucydide prête à Périclès dans son récit de la guerre du Péloponnèse. Alors que dans le mythe, Thésée était celui qui avait rassemblé les différents villages de l'Attique pour former la cité d'Athènes, ce qu'on appelait le synécisme. Ce qui montre le lien entre, si vous voulez, ce mythe d'un Thésée fondateur de la démocratie et l'idée justement de donner à cette démocratie des fondements très anciens. La démocratie est donc un régime politique qui a une durée de vie limitée, qui commence dans l'histoire, mais d'une façon progressive et par étapes. C'est-à-dire il n'y a pas une révolution, comme chez nous par exemple, qui impose à la suite d'une monarchie ou d'une oligarchie un régime démocratique. Oui, et je dirais oui et non. Les choses sont un peu plus compliquées. En réalité, n'est-ce pas, la démocratie est une invention des Athéniens qui s'est développée pendant 2 siècles. Enfin qui a atteint son apogée, disons, pendant 2 siècles, le 5e et le 4e siècle. Mais c'est vrai que cet avènement de la démocratie, cette fondation de la démocratie par Clisthène, a été précédée pendant 1 siècle d'une évolution qui, peu à peu, sans doute, a créé les conditions qui ont rendu possible ce qu'on appelle la révolution clisténienne. C'est-à-dire que, d'une part, il y a eu, dans des conditions que nous ne pouvons connaître qu'à travers des sources tardives, sinon à travers le témoignage du principal acteur, c'est-à-dire Solon, au début du VIe siècle, une crise sociale qui s'est marquée, d'une part, par le fait qu'une partie de la population de l'Attique était menacée de tomber en servitude, voire même était déjà tombée en servitude, et une revendication d'un partage égalitaire de la terre. Chose qui est très intéressante parce que, effectivement, on a l'impression qu'à la même époque et dans d'autres parties du monde grec, on retrouve la même revendication. Alors, on s'est interrogé pour savoir à quoi tenait ce sentiment égalitaire, cette revendication égalitaire. Ça a pu être lié au fait que, dans le courant du 7e siècle, il a fallu élargir les rangs, disons, de ceux qui participaient à la défense de la cité, à l'intérieur de la phalange des hoplites. Et donc, que dans le partage du butin, effectivement, tous les hoplites étant combattant sur le même plan, en quelque sorte, étant interchangeables, le partage du butin pouvait être effectivement un partage égalitaire. Il y a aussi l'exemple des fondations coloniales, à partir du milieu du 8e siècle, 7e siècle, où apparemment ceux qui quittaient pour des raisons diverses, et en particulier pour trouver des terres, leur cité d'origine, lorsqu'ils s'installaient par exemple dans le sud de l'Italie ou en Sicile, eh bien, fondaient une nouvelle cité et apparemment ont partagé les terres de façon égalitaire entre les nouveaux colons. Tout cela, si vous voulez, a pu jouer pour susciter cette revendication égalitaire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Solon, qui a donc été appelé pour résoudre la crise, sans doute en étant élu archonte, s'est refusé au partage des terres, ce que peut-être d'autres, dont le fameux Lycurgue de Sparte avait réalisé, s'est refusé à faire un partage égalitaire des terres, mais en revanche a donné des lois, écrit des lois, rédigé des lois communes pour tous, et donc a créé en quelque sorte une sorte d'égalité juridique entre les Athéniens. Qui est l'une des caractéristiques de la démocratie. Qui est une des caractéristiques de la démocratie. Alors, comme il avait à la fois, en supprimant en particulier la dépendance paysanne et la servitude pour dette, et d'un autre côté en refusant le partage égalitaire des terres, des deux côtés on était contre lui, donc ça a créé une nouvelle situation d'agitation, et cette fois-ci ça a été la tyrannie de Pisistrate et puis de ses fils. Et la tyrannie de Pisistrate n'a pas non plus procédé à un partage des terres, mais il semble qu'il ait d'une part favorisé le développement de la ville d'Athènes,
urbains en particulier, favoriser les cultes qui allaient devenir les grands cultes de la cité, comme le culte d'Athéna avec la fête des Panathénées. Et alors, de ce fait, accru peut-être aussi le poids du démos urbain, de la population urbaine, ce qui fait que lorsque la tyrannie a été renversée, il n'a plus été possible de rétablir l'ancien système. La tyrannie a été renversée par des aristocrates, par une coalition d'aristocrates, mais l'un d'entre eux a compris qu'il n'était plus possible de revenir à l'ancien système aristocratique, avec la domination d'une petite minorité de grandes familles sur la cité. Et cet aristocrate, c'est Clisthène, qui a donc complètement bouleversé les structures de la cité athénienne en substituant à la répartition des citoyens en 4 tribus qui se voulaient de parenté, si vous voulez, fondées sur la parenté, 10 tribus territoriales, en mélangeant par conséquent les Athéniens, et de ce fait en détruisant plus ou moins les liens de type clientélaire qui pouvaient exister entre les membres des grandes familles et puis la masse du démos, surtout à la campagne, et lui en s'appuyant en plus certainement sur le démos urbain. Alors le résultat, ça a été évidemment la mise en place d'institutions nouvelles, en particulier le Conseil des 500, la fameuse boulet des 500, qui était formé de 500 membres recrutés parmi tous les Athéniens de plus de 30 ans, qui préparait les réunions de l'Assemblée du peuple, où tous les citoyens pouvaient être présents. L'Ecclésia. Déjà, Solon avait peut-être, en créant l'égalité devant la loi de tous, et par conséquent l'égalité juridique, avait déjà jeté les fondements, si vous voulez, de cette égalité politique, mais avec Clisthène, à l'égalité juridique s'ajoute l'égalité politique. Et donc, désormais, tous ceux qui sont citoyens athéniens, mais bien entendu, seulement ceux qui sont citoyens athéniens, jouissent de cette égalité et du droit de participer à la fois aux tribunaux et aux assemblées populaires, ce qui est, pour Aristote, à la fin du IVe siècle, la définition même du citoyen. Alors, vous dites le citoyen et pas les autres, évidemment. Il y a une catégorie quand même de la population athénienne qui est à l'écart de l'activité politique. Oui, d'une part, il y a évidemment les esclaves. D'autre part, sans doute à partir d'ailleurs du moment où a été définie de façon très précise la citoyenneté, par l'appartenance à un dème, à une tribu, etc., les étrangers, soit de passage, soit résidents, étaient également, évidemment, exclus de la citoyenneté. Ce qu'on appelait les métèques. Alors les métèques, c'était les étrangers résidents, c'est-à-dire ceux qui s'étaient établis à Athènes pour diverses raisons, parmi lesquelles de très nombreux se livraient aux activités marchandes ou aux activités artisanales, et ils bénéficiaient en quelque sorte de la protection de la cité, mais en même temps, ils devaient participer et aux dépenses publiques et aux opérations militaires, mais c'était des hommes libres qui pouvaient participer à toutes les activités autres que les activités politiques dans la cité, mais les activités politiques leur étaient fermées. Et le droit d'être propriétaire foncier, réservé aux seuls citoyens. Alors les citoyens, eux, formaient donc une classe privilégiée. Donner des chiffres, c'est pas très facile, parce qu'on n'a aucune indication chiffrée précise, mais on estime que les citoyens formaient peut-être, s'ils étaient au nombre de 40 000, les hommes, j'entends, représentés par rapport à l'ensemble de la population de l'Attique, peut-être un 8e ou un 10e de cette population, peut-être un peu plus, parce qu'on n'a pas d'indication précise sur le nombre des esclaves. Quelquefois, on a eu tendance un peu à exagérer ce nombre, mais on n'a pas d'indication précise. Et les femmes aussi étaient à l'écart Et les femmes étaient bien entendu exclues de la vie politique, et dans une certaine mesure aussi privées de statut juridique, puisque elles ne pouvaient pas, par exemple, posséder des biens, elles ne pouvaient pas hériter s'il y avait une fille unique. Quand un homme mourait et qu'il n'avait qu'une fille unique, cette fille unique ne pouvait pas hériter du bien paternel. C'était le parent le plus proche de son père qui héritait du bien, mais qui était contraint de l'épouser, de façon à ce que le bien soit transmis aux petits-enfants. Il y avait toute une règle là-dessus. Et puis elles étaient totalement exclues de la vie politique. Néanmoins, si vous voulez, elles avaient une place dans la communauté civique, dans la mesure où, surtout à partir de l'époque de Périclès, et c'est la loi qu'Aristote que nous datons d'après Aristote de 451, qui posait comme principe que ne pouvait être citoyen que quiconque était né d'un père citoyen et d'une mère. Alors, Aristote emploie également le mot, dit de 2 citoyens, mais en fait d'une mère fille de citoyen. Donc par là même, les femmes athéniennes contribuaient à la reproduction de la cité, bien sûr, puisque seuls les enfants nés d'un père athénien et d'une mère athénienne étaient citoyens athéniens.
Alors une fois ces réserves faites, évidemment la proportion de citoyens, bien qu'elle fût réduite par rapport à l'ensemble de la population, était malgré tout beaucoup plus importante que dans d'autres cités non démocratiques, comme à Sparte par exemple. Oui, certainement. Voilà, donc une fois ces réserves faites, il faut mettre en avant les grandes caractéristiques du régime démocratique, et en particulier l'égalité de tous devant la loi. Parce qu'alors justement, ce qui est l'originalité et l'invention d'Athènes surtout, l'invention majeure des Athéniens, c'est d'avoir considéré que, à partir du moment où on définissait ainsi la citoyenneté, bien sûr dans les cadres définis de la citoyenneté, toutes les catégories sociales, enfin telles que nous les estimerions nous, s'ils étaient citoyens athéniens nés de parents athéniens, eh bien, étaient placés sur le même plan par rapport à la loi et par rapport à l'activité politique. Autrement dit, l'égalité politique ne tenait pas compte des inégalités de fortune ou des inégalités d'activité. Le simple pêcheur du Pirée ou l'artisan qui travaillait dans sa boutique sur l'Agora avait exactement les mêmes droits que le grand propriétaire foncier ou que le riche propriétaire d'esclaves qui les faisait travailler dans des ateliers artisanaux. Et comme lui, il pouvait également prétendre à devenir même magistrat. Alors, théoriquement, les magistratures, d'après du moins ce que nous transmet la constitution d'Athènes d'Aristote, les hautes magistratures n'étaient réservées cependant on attribue à Solon la répartition des Athéniens d'après leurs revenus en 4 classes, donc fondées sur un cens. Et seuls les citoyens des 2 premières classes pouvaient accéder aux plus hautes magistratures. Puis le privilège, au moins pour les archontes, avait été étendu aux citoyens de la 3e classe. Mais les citoyens de la 4e classe, ceux qu'on appelait les têtes, ce qui est un vieux mot puisqu'on le trouve chez Homère, qui désigne ceux qui n'ont rien, en fait, ceux qui ne possèdent pas ou qui sont obligés de se louer pour travailler, etc. Donc les plus pauvres, néanmoins, pouvaient participer aux assemblées, bien entendu, puisque les assemblées étaient ouvertes à tous les citoyens, pouvaient également participer au tirage au sort de la fonction de bouleute, c'est-à-dire de membres de la boulée, de membres du conseil, qui était renouvelé chaque année, et donc 500 membres désignés par tirage au sort chaque année, avec l'impossibilité d'être désignés plus de 2 années. Ça faisait que beaucoup d'Athéniens pouvaient évidemment accéder à cette fonction, qui était une magistrature, et qui, à partir probablement du milieu du 5e siècle, était en plus rétribuée, ce qui permettait effectivement à tous d'accéder à cette fonction. Et enfin, il y avait le tribunal populaire de l'Héliée, qu'on disait avoir été fondé par Solon, mais ça, sur ce point, on n'est pas très très fixé, parce qu'on ne le voit apparaître en fait qu'un peu plus tard, dans le courant du 5e siècle, nettement plus tard, je veux dire, dans le courant du 5e siècle, mais là aussi, on tirait au sort chaque année, parmi les Athéniens de plus de 30 ans, 6000 Héliastes, qui étaient rétribués par un mistos, par un salaire, et c'est parmi ces 6000 que, selon un tirage au sort assez compliqué, on tirait au sort ceux qui allaient faire partie des différents tribunaux qui jugeaient souverainement, bien entendu, dans la cité. L'une des caractéristiques qui aujourd'hui peut-être nous choque un peu de la démocratie grecque, c'est justement cette pratique du tirage au sort. Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le tirage au sort avait, semble-t-il, une origine religieuse. Oui, on suppose que, effectivement, en tirant au sort, on laissait aux dieux le choix de ceux qui allaient diriger les affaires de la cité, ou du moins s'occuper des affaires de la cité. C'est très difficile de répondre à cette question, c'est possible, je ne me prononcerai pas vraiment. Mais en tout cas, c'était aux yeux des Grecs, et aux yeux des Athéniens en particulier, le mode le plus démocratique de recrutement des magistrats de la cité, et jusqu'aux archontes qui étaient recrutés par tirage au sort. Il n'y avait guère que les magistratures qui réclamaient peut-être des connaissances plus spécifiques, comme la stratégie par exemple, qui n'était pas seulement une fonction militaire, ou du moins au début, mais qui était également une fonction politique. Les magistrats financiers également étaient élus. Bon. Mais la raison pour laquelle on considérait le tirage au sort comme plus démocratique, c'est parce qu'on estimait que l'élection, évidemment, supposer des possibilités de pression de la part des candidats. Hein. Alors les Athéniens avaient tout de même prévu, pour que ce tirage au sort ne risque pas d'appeler à des fonctions importantes quelqu'un qui n'aurait aucune soit morale, enfin c'était surtout d'ailleurs d'un point de vue moral, j'ose dire, qu'on se plaçait, c'est-à-dire qu'il s'agissait de ne pas avoir commis de vol, de ne pas avoir commis de ne pas maltraiter ses parents, etc., d'être vraiment citoyen. Donc ceux qui étaient détenteurs d'une fonction publique et qui étaient désignés par tirage au sort étaient soumis à un examen qui s'appelait la dokimasie,
qui encore une fois était plus un examen de moralité qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on ne contrôlait pas leurs connaissances, mais on contrôlait essentiellement tout de même qu'ils étaient véritablement citoyens, qu'ils accomplissaient les rites religieux, etc., etc. Donc c'était une garantie. Et puis il y avait également, d'ailleurs, pour la désignation de certains magistrats, on établissait préalablement au niveau des DEM des listes de noms entre lesquels on procédait au tirage au sort. Ça permettait quand même d'éliminer des gens connus soit pour leur malhonnêteté, soit pour leur stupidité, etc. Enfin. Vous avez plusieurs fois employé le mot DEM. Il faut préciser donc qu'il s'agit des circonscriptions ce sont des circonscriptions, de base. Oui, c'est ça. Ce sont les circonscriptions territoriales qui ont été établies par Clisthène au moment de la réforme dont je parlais précédemment, cette réforme territoriale. Il y avait, alors on ne sait pas exactement le nombre, on discute beaucoup sur, enfin disons, au-delà de 100 certainement, un peu plus de 100 DEM, et qui étaient donc répartis dans les 10 tribus clisténiennes, et le DEM était l'unité territoriale de base. C'est sur les registres du DEM que le citoyen athénien était inscrit quand il atteignait sa majorité, et les DEM eux-mêmes étaient des lieux de réunion. On a pu, si vous voulez, à leur propos, parler de municipalité. C'était en quelque sorte, déjà au niveau effectivement municipale, une structure qui permettait déjà des débats, des discussions, et donc un apprentissage de la vie politique. Vous parliez du contrôle exercé donc par l'Assemblée du peuple sur la nomination des magistrats. Ce contrôle du peuple sur la bonne marche de la démocratie, il s'exerce à différents niveaux, et en particulier, c'est très intéressant, lorsque les magistrats, les grands magistrats ont achevé leur mandat, il y a une véritable reddition des comptes, oui. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes devant l'Assemblée du peuple. Non, en fait, c'est devant la Boulée, c'est devant le Conseil des 500, mais le Conseil des 500 est lui-même une émanation puisqu'il est recruté chaque année par tirage au sort parmi tous les Athéniens, et les magistrats sont effectivement soumis à reddition de comptes. Ce qui est très important pour les magistrats, pour les hauts magistrats, comme les stratèges ou les magistrats financiers, qui effectivement ont entre leurs mains des sommes importantes. Un stratège auquel on confiait une expédition, eh bien évidemment la cité lui remettait de l'argent dont il devait disposer pour la solde des rameurs, pour la nourriture et l'entretien des soldats, etc. Et donc, s'il détournait une partie de cet argent à son profit, eh bien, il risquait d'être traîné devant les tribunaux de la cité. D'autre part, il y avait le butin également. Et il ne fallait pas que le stratège accapare la totalité du butin qui devait être réparti entre les soldats. C'est une des raisons pour lesquelles les hauts magistrats, d'ailleurs, étaient recrutés parmi les riches. Il y avait deux raisons. La première était qu'il fallait être suffisamment riche pour pouvoir se consacrer toute l'année à la cité. Les assemblées, il y en avait 40 par an. Donc un citoyen pauvre pouvait facilement trouver 40 journées pour participer à l'Assemblée, mais un stratège à qui on confiait une expédition lointaine, il fallait qu'il n'ait pas besoin d'être rentré pour s'occuper de son domaine. Il avait un intendant qui se chargeait de cela. C'est aussi la raison pour laquelle ils étaient recrutés parmi les plus riches, parce que d'une part, il fallait qu'il dispose de ses loisirs, et d'autre part, il fallait aussi que la cité puisse éventuellement, en cas de malversation, récupérer son argent sur les biens de ceux qui étaient chargés de ces fonctions. Alors pour établir un certain équilibre justement entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire finalement entre ceux qui avaient le loisir de se consacrer aux affaires publiques et puis ceux dont parfois le métier justement les empêchait de pouvoir consacrer autant de temps qu'ils auraient souhaité à la politique, la démocratie athénienne a institué donc le versement, le paiement d'une indemnité, ce qu'on appelle le mistos. Les mistoi ont été établis en plusieurs étapes. Au départ, il semble que le premier mistos a été celui des juges, des tribunaux, c'est-à-dire des éliastes. Qui étaient des gens du peuple. Qui étaient des gens du peuple. Enfin, oui, puisqu'ils étaient recrutés par tirage au sort parmi tous les Athéniens. Et même, si l'on en croit Aristophane dans la fameuse comédie Les Guêpes, qui met en scène justement des éliastes, c'était pour certains même un moyen d'être sûr d'avoir de quoi manger le lendemain, pas que de toucher leurs 3 oboles, qui était le salaire des juges. Claude Mossé, on vient d'examiner un certain nombre de grandes caractéristiques de la démocratie athénienne. Dans l'ensemble, d'une façon plus générale, ce qui distingue radicalement cette démocratie des origines de nos démocraties modernes, c'est évidemment le fait qu'il s'agissait d'une démocratie directe. C'est-à-dire que l'Assemblée du peuple, c'était le peuple tout entier. Oui,
C'est-à-dire que... Ce n'étaient pas des représentants. Non, effectivement, c'est la grosse différence entre la démocratie grecque et les démocraties contemporaines, c'est que nous désignons des représentants qui sont des députés, alors que tout Athénien pouvait, s'il en avait le loisir, le désir, la volonté, être présent aux séances de l'Assemblée. Et ce sont les décisions de l'Assemblée qui étaient les décisions souveraines. Donc c'était une démocratie directe de ce point de vue. Bien sûr, tous les Athéniens n'étaient pas chaque fois présents aux séances de l'Assemblée. On a même beaucoup discuté à partir de là, parce que nous savons que pour certaines décisions, il fallait un quorum de 6000 présents. Si on pense qu'au IVe siècle, il y avait à peu près 30 000, 25-30 000 citoyens, on voit que 6000, un quorum de 6000, ça représente quand même pas beaucoup, enfin ça ne représente qu'une fraction de la totalité des citoyens. Seulement, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'étaient jamais les mêmes qui assistaient aux séances de l'Assemblée. Au moment des travaux agricoles, évidemment, les paysans ne venaient pas, les gens de la ville venaient plus volontiers. En revanche, quand les gens de la ville, ou certains étaient mobilisés, par exemple, pour une expédition militaire, à ce moment-là, c'était davantage ceux qui étaient restés en Attique qui assistaient aux séances de l'Assemblée. Donc, il n'y avait pas cette prétendue limitation de la démocratie athénienne du fait qu'il fallait un quorum pour certaines décisions. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense que quand le sujet les passionnait, les Athéniens se rendaient à l'Assemblée. Les archéologues ont d'ailleurs démontré que la colline de l'Apnix, sur laquelle se tenaient les séances, sur la pente de laquelle se tenaient les séances de l'Assemblée, pouvait réunir 9000 jusqu'à 9000, 10 000 personnes, ce qui est tout de même énorme. Alors on voit très bien immédiatement la conséquence de cela, c'est que, comme le dit le texte des suppliantes d'Euripide, au début de chaque séance de l'Assemblée, on disait qui veut prendre la parole, c'est-à-dire que la Boulée soumettait le projet au vote de l'Assemblée. La Boulée, c'était le Conseil. C'est-à-dire le Conseil des 500, qui préparait les décrets. L'initiative pouvait venir de n'importe qui, mais il fallait que la Boulée prépare un texte. Bon. Et c'est sur ce texte que l'on se prononçait. Alors, au début de la séance de l'Assemblée, on disait qui veut prendre la parole. Comme le dit un personnage, un paysan d'Aristophane, ou comme le dit également un interlocuteur de Socrate dans les Mémorables de Xénophon, c'était pas toujours facile de prendre la parole devant 6 000, 8 000, 10 000 personnes. Il faut avoir soit un très grand talent oratoire, soit beaucoup d'habileté, soit être vraiment quelqu'un de capable de dominer ce genre d'assemblée. C'est la raison pour laquelle, en fait, je pense qu'on peut parler, on a le droit de parler d'une classe politique, c'est-à-dire est formée en grande partie de ces orateurs, bien sûr, certains remplissant une fonction de stratège ou une autre quelconque fonction officielle, mais d'autres n'ayant aucune fonction, mais ayant l'art de manier le discours et étant capables effectivement de dominer ce qui ressemble davantage à un meeting qu'à une assemblée. Et ce que je trouve admirable d'ailleurs, c'est que les décrets qui étaient proposés par le Conseil, soumis au vote de l'Assemblée, après une discussion qui permettait d'ailleurs d'amender le texte qui avait été proposé, et nous connaissons, d'après les décrets, le nom de ceux qui avaient proposé des amendements, ce que je trouve admirable, c'est qu'après un vote à main levée, on prenait véritablement une décision. On était capable de compter les voix. Or, nous avons des centaines, des milliers de décrets émanant de l'Assemblée athénienne, commençant par la formule « il a plu au démos et à la boulée », et donc c'est au démo qu'a été boulé, « il a plu au démos et à la boulée », et des textes très précis sur des décisions très précises concernant l'instauration d'un culte, etc. etc. C'est tout de même assez admirable. Les chemins de la connaissance, l'invention de la démocratie par Jacques Munier, fin du chapitre 1 avec Claude Messé, l'invention de la politique avec Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, la naissance de la démocratie, c'est du coup l'invention de la politique, une invention grecque, comme disait Moïse Finlay. Et dans l'esprit des Grecs, ce terme politique était tellement lié à l'idée d'une cité de citoyens donc libres et égaux qu'il en est venu à signifier assez vite le contraire de la tyrannie. Alors c'est évidemment une conception de la politique dont, semble-t-il, nous nous sommes beaucoup éloignés, entre autres évidemment depuis Machiavel.
Oui, enfin, plus exactement, la démocratie est née de la politique et non pas l'inverse. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, l'invention de la politique, c'est-à-dire de la cité comme lieu d'un débat. Cela peut signifier une minorité d'oligoïs, c'est-à-dire de petits nombres de gens qui, soit par héritage, soit par raison financière, ont la supériorité sur les autres. Cela peut signifier l'ensemble des citoyens, et à ce moment-là, on peut parler de l'invention de la démocratie. En tout état de cause, il s'agit bien d'une minorité, puisque ni les femmes, ni bien sûr les esclaves, ni les étrangers ne sont admis à faire de la politique, bien que certains d'entre eux, certains métèques par exemple à Athènes, en fassent en se servant d'autrui. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il s'agit effectivement d'une invention. La cité existe ailleurs qu'en Grèce. Elle existe en Phénicie. Et on a quantité d'inscriptions, de témoignages sur ces cités phéniciennes. Or, jamais ces témoignages ne révèlent quoi que ce soit qui ressemble à la politique, c'est-à-dire à la décision collective et majoritaire. On loue tel ou tel roi qui a accompli tel ou tel exploit. Jamais on ne fait état d'une discussion. Alors que si loin que l'on remonte dans la cité grecque, et en tous les cas dès le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, on a des formules comme « il a plu à la cité », c'est-à-dire qu'une décision a été prise et cette décision a été prise à la majorité. Alors aujourd'hui, semble-t-il, on s'est quand même beaucoup écarté de cette conception du politique qui était évidemment liée à l'exercice de la démocratie directe et non pas représentative. Oui, la théorie de la représentativité, la théorie du gouvernement représentatif est née au XVIIIe siècle, chez des gens comme par exemple le Suisse Delolme et chez quelques autres. C'est Benjamin Constant qui en sera à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, il est mort en 1831, qui en sera le grand théoricien. C'est la fameuse opposition de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. La liberté des anciens, c'est une liberté d'action, c'est-à-dire que quiconque est membre de la cité est partie prenante aux décisions que prenne la cité. En tous les cas, c'est le cas à Athènes, tandis que la liberté des modernes, si vous voulez, c'est une liberté de jouissance, et elle s'accommode très bien du système représentatif, même si les représentants ne sont par exemple élus, comme ce fut le cas à partir de la monarchie censitaire, que par un tout petit nombre d'électeurs. Si vous voulez, l'une est une liberté de participation, c'est-à-dire qu'on invite les gens à participer à l'administration de la cité. Moses Finlay a calculé qu'un Athénien avait à peu près une chance sur deux de faire partie du conseil. Le conseil, ce que nous appelons en grec la boulée, terme qui a survécu par exemple pour désigner en grec moderne l'assemblée politique, mais il s'agit de toute chose. Les membres de la boulée étaient tirés au sort. Alors bien sûr, certains ne pouvaient pas être candidats, par exemple ceux qui avaient accompli des actions infamantes, et tout boulot tiré au sort devait subir un examen pour voir s'il correspondait aux règles de fonctionnement de la boulée en ce qui concerne sa moralité, par exemple. Mais cette liberté-là était donc une liberté de participation. Tandis que la liberté des modernes, c'est le droit de ne pas être arrêté chez soi à l'heure du laitier. Cette pratique de la politique chez les anciens Grecs, évidemment, s'accompagnait de ce qu'on appelle une techné politiquée, une technique politique. Et comme souvent, donc, on a un mythe fondateur pour cette technique politique, ce qu'on peut appeler un mythe fondateur, celui qui nous est révélé par Platon dans le Protagoras. Oui, c'est un exemple tout à fait intéressant, parce que Platon était un ennemi juré de la démocratie, c'était aussi un ennemi de l'histoire,
Les deux choses vont souvent ensemble. Et dans le Protagoras, il a cependant donné la parole de façon honnête au seul adversaire qu'il respectait parmi les sophistes. Ça leur apprend aussi à s'habiller et à acquérir différentes techniques. Mais il leur manque, à ces malheureux mortels, la techné politiquée, c'est-à-dire l'art de se comporter en cité. Et cet art, nous dit Protagoras, il est donné en supplément par Zeus, qui prend en pitié les mortels, et il leur donne cette techné politiquée dont chaque mortel, et Protagoras ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, entre les étrangers et les citoyens. Il n'exclut même pas les esclaves, il n'exclut personne. Donc tout individu adulte, c'est la seule condition, dispose de cette techné politiquée, et cela permet de répondre à Socrate qui pose cette question: comment se fait-il que lorsque nous avons à construire un navire, on s'adresse à un charpentier de marine, et lorsque l'on a des décisions graves à prendre, on s'adresse à tout un chacun? Voilà comment Protagoras répond, et cette réponse n'a pas été dépassée. Oui, cette parcelle de techné politiquée que chacun reçoit en partage, c'est justement ce qui lui permet de débattre finalement de toute question politique. C'est ça. Y compris de questions graves, comme j'en évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire faut-il aller ou ne pas aller en Sicile. Et il est frappant que Thucydide, lorsqu'il veut faire l'histoire de ces débats, faut-il par exemple tuer tous les Mytiléniens qui s'étaient révoltés, ou faut-il en épargner le plus possible, il nous donne toujours une division par deux. C'est-à-dire qu'il donne la parole à un de ceux qui proposent telle ou telle mesure, et il donne la parole à son adversaire. Il est clair que les choses devaient être beaucoup plus violentes en réalité, et qu'il y avait une multitude d'orateurs. Mais le principe est le suivant: le héros, avec AUT, s'avance devant le peuple et demande qui a quelque chose d'utile à proposer pour la cité. Et ceci a été repris et est au fond de la tragédie grecque. Cette formule, on la trouve aussi bien chez Démosthène que chez les tragiques. Cela dit, concrètement, je crois qu'on peut parler de l'existence d'une classe politique, puisque tous les citoyens, évidemment, n'étaient pas aussi bien dotés pour débattre en public et prendre la parole. Alors justement, l'existence de cette classe politique suppose qu'il y avait, disons, à la fois une rhétorique politique et un certain nombre de lieux communs de cette rhétorique qu'on peut évidemment considérer là aussi comme une techné politique. C'est surtout vrai au IVe siècle, après la restauration de la démocratie, après la tyrannie des 30. Alors on voit effectivement peu à peu se former une classe politique, de même que l'on voit la professionnalisation de l'armée. Il y a donc une professionnalisation et de la politique et de la vie militaire. Alors que, si vous voulez, au siècle précédent, Périclès était à la fois un orateur, constamment réélu par ses concitoyens à la stratégie, et il était un général, en ce sens qu'il emmenait ses compatriotes, par exemple, en expédition navale. C'est pas du tout le cas au IVe siècle, où l'on est passé, si vous voulez, comme le dit Martin Oswald, un savant helléniste américain, du règne du peuple au règne de la loi. Pierre Vidal-Naquet, dans l'arsenal de cette techné politiquée, on trouve évidemment un certain nombre de pratiques et d'attitudes à l'égard du public, et en particulier celle des orateurs qui consistait par exemple à flatter le peuple en lui rappelant ses origines communes. Il y avait un certain nombre de lieux communs de la rhétorique politique. Ouais, il y avait un certain nombre de lieux communs. Le principal, qui a été étudié notamment par Nicole Laureau, c'est le mythe de l'autochtonie.
Qu'est-ce que ça veut dire l'autochtonie? Cela veut dire, au sens premier, qu'on est directement sorti du sol. Seulement, tout le monde n'est pas sorti du sol. C'est arrivé dans la mythologie athénienne à un seul personnage qui est Éryctonios, que l'on appelle parfois Érecté, soit que les deux soient un seul et même roi, soit qu'ils soient distincts. Il y a des versions diverses. C'était essentiellement un mythe masculin, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas nées du sol même. Cela dit, il y a une version plus apaisante et plus rationnelle de ce mythe de l'autochtonie, qui est l'idée que les Athéniens ont toujours été à Athènes. Ils n'ont pas toujours parlé grec, il y a très longtemps ils s'appelaient des Pélages, mais enfin ils ont toujours habité le sol d'Athènes. Et ça, Thucydide par exemple en était persuadé. Alors cette mythologie se rencontre surtout dans ce qui a été étudié par Nicole Laureau, c'est-à-dire en dehors du mythe de l'autochtonie, dans les oraisons funèbres. Ces oraisons funèbres, nous en avons un certain nombre, soit plus ou moins fictives, soit réelles. Nous avons celle de Périclès au bout de la première année de la guerre, qui est la plus célèbre de toutes, mais nous en avons aussi d'orateurs comme Lysias, comme Démosthène ou comme Hypéride. Et nous avons même un pastiche d'oraison funèbre qui est une satire sanglante de la démocratie. Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il s'agit de Platon dans son Ménexène. Alors bien sûr, bien des orateurs sont devenus ce qu'on appelle des démagogues, mais le nom n'a pas, au premier abord, de sens péjoratif. Finlay a bien montré, n'est-ce pas, qu'un démagogue, c'est un leader populaire. C'est plus tard que le sens péjoratif apparaîtra. Mais surtout, si vous voulez, ce qui empêche la démagogie de fonctionner sans limite, ce sont ces institutions qui s'appellent la comédie et la tragédie. Alors la tragédie, parce que on met en scène des personnages venus du plus lointain passé, des héros qui viennent d'Homère, et on les montre en train de se casser la figure, de mourir ou bien d'épouser leur mère et autres épisodes célèbres. Quant à la comédie, elle est une satire directe des Athéniens. Il y a toujours un moment dans une comédie, de l'ancienne comédie, celle que nous connaissons essentiellement par l'œuvre d'Aristophane, où le coryphée se tourne vers le public et leur dit quelque chose comme bande d'Athéniens, vous vous croyez très malin, vous pensez que vous êtes la cité couronnée de violettes, eh bien je vais vous dire, moi, vous êtes des rien du tout, vous accumulez les erreurs, vous envoyez en exil d'excellentes personnes, vous êtes tout le contraire de ce que vous croyez être. Ce sont des institutions là qui sont des institutions garants. Et à l'époque de la terreur, il y a un homme qui s'est appuyé là-dessus pour lutter contre la terreur robespierriste, c'est Camille Desmoulins. Et il a dit, Aristophane, aujourd'hui, vous l'enverriez à la guillotine. Aristophane, l'Assemblée des femmes. Le demi-cœur des citadines. En marche, citoyens, allons à l'Assemblée. Le magistrat a menacé quiconque ne se présenterait dès la prime pénombre, tôt, archi-tôt, tout couvert de poussière, l'œil à la ravigote et rendu guilleret par un bon aïoli, de se voir refuser de passer à la caisse. Allons, pressons, beau luron, petit eau, bel œil, suivez, et prenez garde à vous, soyez sans fausse note à la hauteur du rôle. Et puis, une fois touchés nos jetons, groupons-nous sur les bancs et votons haut la main tout ce que dicteront nos compagnes. Pardon, nous aurions dû dire nos compagnons. Le demi-cœur des campagnardes. Il faut, pensons-y bien, refouler les intrus, ces citadins. C'était eux, dans le temps, quand il fallait venir pour toucher 3 fois moins, qui bavardaient en tenant leurs assises sur le marché aux fleurs. Jadis, quand on avait des chefs de bonne race, nul n'aurait eu le front de prétendre gérer à prix d'argent les intérêts d'État. Chacun venait, apportant à boire dans une gourde avec un quignon de pain sec et 2 oignons et 3 ou 4 olives. Ce qu'on vise à présent, toucher la triple paie quand on vient s'occuper des affaires publiques, comme des goujats, gâcheurs de mortier.
le coryphée au public. Je voudrais suggérer une petite idée à mes juges. Ceux qui sont sages, qu'ils votent pour moi, en se rappelant tout ce que j'ai dit de sage. Et ceux qui aiment à rire, qu'ils votent pour moi, parce qu'ils ont eu de quoi rire. Ainsi, c'est à un vote quasi unanime que je vous invite, évidemment. Ne me rendez pas victime du tirage au sort qui m'a désigné pour commencer la journée. Souvenez-vous bien de tout ça. Et ne manquez pas à votre serment. Jugez comme il faut l'ensemble de la série de pièces, sans imiter les façons des Villegourgandines qui ne se souviennent jamais dans toute la série de leurs clients que des derniers. Pierre Vidal-Naquet, comment peut-on imaginer dans une démocratie directe, comme l'était donc celle des Grecs, les rapports entre dirigeants et dirigés, puisque de toute façon ils existaient, ce que Mose Finlay appelait une société du face-à-face. Comment se passaient les rapports entre ces deux catégories de démos? Le principe, c'est que tout dirigé pouvait être appelé à être un dirigeant. Et ça, on le voit même dans la tragédie, d'une façon caricaturale, naturellement. Lorsque, par exemple, Créon dit à Aymon, tu dois bien te comporter de manière à pouvoir un jour, après avoir été un sujet, à devenir un chef. Dans le principe, n'est-ce pas, tout membre du démos pouvait être appelé à occuper de hautes fonctions. N'oubliez pas que le système reposait sur le tirage au sort. Bien sûr, il y avait des fonctions techniques, à commencer par la stratégie, qui, elle, était soumise à l'élection, au suffrage universel naturellement. Mais un certain nombre de fonctions majeures, à commencer par l'archontat, la fonction la plus importante, puisque c'est l'archontat qui donnait par exemple son nom à l'année, et l'archonte était le premier magistrat de la République des Athéniens. Bien, ces fonctions majeures étaient tirées au sort. Par conséquent, on ne peut pas parler, à proprement parler, d'une opposition radicale entre dirigeants et dirigés. Quels étaient ces rapports? C'était évidemment la loi de la majorité qui régnait, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler une lutte des classes? Il y a incontestablement existé une lutte des classes, mais c'était pas une lutte entre les prolétaires et les bourgeois. Ni l'un ni l'autre n'existait, puisque les fonctions les plus basses étaient remplies par des esclaves. C'était essentiellement une lutte entre les riches et les pauvres. On ne supprimait pas la richesse, on n'interdisait pas aux riches d'être riches, mais on faisait en sorte qu'ils payent les institutions qui permettent aux pauvres de vivre et de connaître, par exemple, la beauté. L'institution la plus importante, c'est le théorique au IVe siècle, c'est-à-dire la gestion de la caisse qui permet de payer les citoyens pour qu'ils se rendent au spectacle. Alors, dans l'idéal, la chose politique est vécue donc dans l'intérêt du plus grand nombre, et il est vrai que la ville d'Athènes, dans son expansion économique, politique, militaire, n'a eu qu'à se féliciter du régime de la démocratie. Oui, à ceci près qui fait la grande différence entre Athènes et Rome, qu'elle a, d'une certaine manière, exporté son système, elle n'a pas créé de nouveaux Athéniens. Alors que Rome passait son temps à créer de nouveaux Romains, Athènes était limitée
et considérer qu'un étranger devait rester un étranger. Pour qu'un métèque, et a fortiori un esclave, devienne citoyen, il fallait une procédure au suffrage universel et individuel. On en a quelques exemples, mais c'est extrêmement rare. Donc elle repose aussi sur ce socle étroit et finalement constamment préservé d'un petit nombre de citoyens. Un petit nombre de citoyens qui n'ont jamais, je pense, été plus de 30 000 et exclusivement masculins. Pour justifier l'exclusion des femmes, les Athéniens se racontaient l'histoire suivante. Il y a eu un débat aux origines de la cité, au temps du roi Cécrops, pour savoir qui serait la divinité protectrice d'Athènes. On hésitait entre deux candidats, une candidature féminine, celle d'Athéna, et une candidature masculine, celle de Poséidon. Et à cette époque régnait aussi la promiscuité sexuelle. Alors chacun vote, il se trouve qu'il y a une femme de plus que d'hommes, et c'est donc Athéna qui l'emporte avec une voix de majorité. Mais les hommes se vengent en excluant les femmes de la citoyenneté et en instituant le mariage de manière à ce que cette promiscuité totale disparaisse. C'est un mythe d'origine tout à fait intéressant qui circulait à Athènes. Alors cette démocratie donc reposait sur un certain nombre d'institutions dont certaines nous apparaissent avec leur recul un peu bizarre. C'est, je crois, le mot qu'avait employé Hume à propos de ce qu'on appelle par exemple la graphé paranomon, c'est-à-dire cette disposition qui permettait de revenir sur une loi qui avait été votée par le Parlement si on estimait avec le recul justement qu'elle était contraire à la légalité, disons. Pas par le Parlement, par l'Assemblée du peuple. Vous avez raisonné là en termes de démocratie représentative, alors qu'il s'agit, comme vous le savez très bien d'ailleurs, d'une démocratie directe. Effectivement, cette institution existe. Et on pourrait la symboliser par l'institution d'une autre cité, qui est celle de Locre, en Italie du Sud. Lorsque un citoyen de Locre voulait proposer un changement à la législation en vigueur, il se présentait avec la corde au cou. Si sa proposition était acceptée, il pouvait enlever la corde de son cou. Si elle était refusée, il était immédiatement pendu. C'est un exemple, si vous voulez, de ce que la loi avait dans les cités grecques de sacré. Et bien sûr, une institution comme la graphé paranomon, sur l'accusation d'illégalité, faisait partie de cette même sacralisation de la loi. Et on en a usé et parfois abusé au IVe siècle. Alors une autre institution étrange pour nous aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle l'ostracisme. C'est une institution absolument magnifique. Elle fonctionnait généralement quand il y avait deux rivaux à la direction de la cité. Par exemple, Périclès et Thucydide, fils de Mélésias. On convoquait alors les citoyens et on leur demandait qui de ces deux concurrents devait être exilé pour 10 ans. Il ne perdait pas ses droits, il ne perdait pas ses biens, il n'était en rien déshonoré, il ne s'agissait pas d'une procédure d'athymie, simplement on lui demandait de quitter le sol d'Athènes pendant 10 ans. Les chemins de la connaissance, l'invention de la démocratie, une série proposée par Jacques Munier. Aujourd'hui, les 2 premiers chapitres avec Pierre Vidal-Naquet et Claude Mossé. Les textes étaient lus par Bernard Hervé,
Le mixage assuré par Noélie Louis-Marie, la réalisation par Arlette Dave.